À l'été 1880, aux grandes dames des habitants, le docteur Koch quitte la petite ville de Wolstein pour Berlin. Grâce à ses travaux sur le charbon, le petit médecin a été repéré. On lui propose un laboratoire de bactériologie avec le titre de conseiller du gouvernement. Lui, qui a toujours travaillé seul, il sera désormais entouré des meilleurs. Monsieur. Bonjour, docteur. Docteur Koch. Koch a un nouvel objectif. Après le charbon, il voudrait comprendre l'origine des maladies spécifiquement humaines. Mais pour devenir un chasseur de microbes, il lui faut améliorer ses techniques. À Wolstein, il a déjà réalisé les premières photos de microbes, ce qu'on appelle la photomicrographie. Grâce à lui, l'ennemi a enfin un visage. Avec l'introduction de la photographie des bactéries, Koch n'a plus besoin de refaire à chaque fois la démonstration de ses expériences. Jusque-là, c'était le seul moyen qui permettait de montrer devant témoins comment on avait obtenu ceci ou cela. Alors qu'en prenant des photos, il suffit de dire « voilà ce que j'ai observé ». Mais c'est à Berlin que Robert Koch va mettre au point une innovation cruciale pour la microbiologie. La culture sur milieu solide. Jusqu'à présent, les cultures se font dans les milieux liquides, comme l'urine. Lorsqu'il n'y a qu'une sorte de bactérie, comme dans le sang d'un mouton, atteint du charbon, elle est facile à cultiver. Mais lorsqu'il y a plusieurs sortes de bactéries, il est beaucoup plus délicat de l'isoler. Le docteur fait un premier pas avec la pomme de terre. Il constate qu'après quelques heures, certaines bactéries se multiplient sous forme de colonies. Elles produisent des taches de couleur visibles à l'œil nu. En prélevant l'une de ces colonies, on obtient donc une seule sorte de bactéries. On peut ensuite les cultiver à loisir sur une nouvelle tranche de pommes de terre sans risque de les mélanger avec d'autres bactéries. C'est ce qu'on appelle une culture pure. Mais les bactéries qui intéressent le docteur, celles qui pourraient transmettre des maladies, ne poussent pas sur la pomme de terre. Monsieur, venez voir, s'il vous plaît. Il cherche donc un autre milieu de culture. C'est extraordinaire, on voit pas fait pour les colonies. Et donc, vous avez utilisé De la gélatine, tout simplement. de la gélatine? Et nous pourrions ainsi cultiver n'importe quelle bactérie? Je le pense, oui. La gélatine a tout de même un inconvénient. Dès qu'il fait chaud, elle devient liquide. Quelques années plus tard, une de ses collaboratrices trouve la solution. Fanny S. travaille au laboratoire avec son mari. Elle a l'idée de tester l'agar, qui lui sert à faire ses confitures. C'est un produit gélifiant exotique, à base d'algues, encore très peu connu. Son utilisation pour les cultures connaîtra un succès mondial, tout comme l'invention d'un autre collaborateur de Koch. Richard Petrie complète la panoplie des chasseurs de microbes en imaginant ce récipient idéal pour les cultures, cette boîte ronde et transparente qui porte son nom et qui est utilisée dans tous les laboratoires du monde. Pendant que l'Allemand peaufine ses techniques, le Français poursuit ses observations sur le comportement des microbes. Et il prépare un coup d'éclat. Monsieur Rossignol, peut-on dire qu'avec cette expérience, vous mettez Monsieur Pasteur au défi? Absolument. Mais c'est un défi constructif, j'insiste. En tant que vétérinaire, il me semble indispensable que nous puissions enfin savoir si les théories de laboratoire de Monsieur Pasteur peuvent s'appliquer à la maladie du charbon. Je suis vétérinaire comme Monsieur Rossignol et je trouve cette expérience inutile et scandaleuse. Toutes ces bêtes qu'on va tuer pour rien, tout de même. Enfin, écoutez, si Monsieur Pasteur peut nous débarrasser du charbon... Parce que vous y croyez, vous, à cette histoire de microbes? Absolument. Le voilà.
Ah, monsieur Pasteur. Comme vous le voyez, votre expérience attire du monde. Vous êtes le docteur Roux, je présume? Tout à fait. Et vous êtes? Tullier, assistant de monsieur Pasteur. Bien, tout est prêt, monsieur Rossignol. Nous avons suivi vos dernières instructions à la lettre. Et les moutons sont tous en bonne santé? Oui, nous les avons soigneusement triés. Bien. Allons-y alors. Suivez-moi. Allons, écartez-vous. Laissez passer monsieur Pasteur et son équipe. En ce 5 mai 1881, Pasteur s'apprête à une expérimentation publique de vaccination contre le charbon. À l'époque, le principe de la vaccination existe déjà. Le mot fait référence à une maladie des vaches sans danger pour l'homme, la vaccine. À la fin du XVIIIe siècle, Édouard Jenner, un médecin anglais, observe que les vachères contaminées par cette vaccine n'attrapent jamais une maladie très dangereuse, la variole. Il lui vient donc l'idée d'inoculer préventivement un peu de vaccine pour protéger de la variole. C'est ce qu'on appelle alors vacciner. En quelques années, la méthode se diffuse dans le monde entier. Pourtant, si Jenner a inventé la vaccination, il ne sait pas pourquoi elle fonctionne. Pasteur, lui, pense avoir la clé. La variole est certainement due à un microbe. Et cette vaccine doit être une forme atténuée du même microbe. Pour confirmer ses intuitions, Pasteur a commencé ses expériences avec le choléra des poules. Comme pour la variole, il cherche une forme atténuée de la maladie. Il découvre que si on laisse une culture de microbes au contact de l'air, elle perd de sa virulence au bout de quelques semaines. En l'injectant ensuite à des poules, on les protège contre la maladie. Tout comme la vaccine protège de la variole. Conforté par ces résultats, Pasteur poursuit ses travaux avec le fameux charbon qui décime les troupeaux. Quant à vétérinaire, M. Rossignol le met au défi d'une démonstration publique. Monsieur Rossignol, ce qui l'intéressait, c'était la publicité et il se lançait dans le débat. Il allait, lui, être l'homme qui, de toute manière, est celui qui a permis une découverte fantastique. Et puis, si ça ne marchait pas, eh bien, il aurait démontré que Pasteur se trompait. Donc, dans un cas comme dans l'autre, Rossignol était quelqu'un d'intéressé par les résultats et la publicité. J'espère que vous savez ce que vous faites, monsieur Pasteur. Nous sacrifions une 50aine de moutons. Non, monsieur Rossignol. Vous n'en sacrifiez que la moitié. L'autre moitié sera vaccinée et sauvée par la vaccination. Nous verrons bien. Pasteur, lui, il se lance parce qu'au fond, il est assez sûr de lui et surtout, il a envie d'une action d'éclat pour rentrer dans une démonstration qui va toucher la société beaucoup plus que des lettres qui sont envoyées à l'Académie des sciences. Et il y aura combien d'injections? 2 pour les moutons à vacciner, à 15 jours d'écart. Et la 3e, 1 mois plus tard, pour l'injection du charbon à tous les moutons. Et là, nous saurons. Vous saurez, monsieur Rossignol. Moi, je sais déjà. Roux, Tuilier, où en êtes-vous? Nous sommes prêts, monsieur Pasteur. Le 5 mai, l'équipe de Pasteur réalise pour la première fois une vaccination publique d'une 50aine de bêtes. Les 25 moutons à vacciner reçoivent aussitôt leur première injection de charbon atténué qui doit les protéger. Pendant 1 mois, la foule se presse à la ferme pour observer leur comportement. Mais on attend surtout la dernière piqûre qui injectera la maladie du charbon aux 50 moutons, les vaccinés et les non vaccinés. L'expérience de Pouilly-le-Fort est un coup de poker incroyable. Personne ne referait une expérience comme ça. Devant la presse, devant la population, il vaccine des animaux. Il aurait pu très bien perdre sa réputation, parce que des expériences comme ça peuvent foirer, en quelque sorte. Il l'a faite quand même. Vous avez dû vous tromper dans une injection, ou ce n'est pas possible autrement. Monsieur, je vous assure, j'ai respecté absolument... Vous ne vous rendez pas compte? Une brebis qui meurt, et c'est toute l'expérience qui va être mise en cause. Je ne parle pas de ma réputation. Calme-toi, Louis.
Il n'y en a qu'une seule. C'est peut-être autre chose. Autre chose. Ouais, même si c'était vrai, personne ne le croira. Est-ce que tu es sûr que la brebis est morte? Elle va peut-être s'en sortir. Elle était mourante hier soir, à l'heure qu'il est. Un télégramme pour Monsieur Pasteur. Merci, monsieur. Monsieur, même ainsi, ça reste un taux de réussite exceptionnel. Mais vous raisonnez comme un scientifique, Roux. Vous croyez que les gens sont prêts à jouer leur vie à la loterie? Non. Ou ça marche, ou ça ne marche pas. C'est un nouveau télégramme de Melun. C'est Rossignol. La brebis s'est remise. Alors, tu vois bien. On a réussi, Monsieur Pasteur. Évidemment qu'on a réussi. Vous êtes toujours à douter, vous, hein? Chers enfants, il y a déjà un grand résultat acquis qu'une dépêche venant de Melun m'annonce à l'instant. Lorsque nous arriverons aujourd'hui à 2 heures, tous les non-vaccinés seront morts. Quant aux vaccinés, tous sont debout. La dépêche se termine par ces mots « Succès épatant ». Elle est du vétérinaire, Monsieur Rossignol.